En raison de la pandémie qui touche le monde actuellement, nous avons dû réviser nos méthodes de tournage et d'enregistrement. Nous vous prions de nous en excuser. Bienvenue sur Universal ORC Téléweb. Welcome to Universal ORC Téléweb. La majorité des photos et vidéos que vous verrez pendant cette émission sont la propriété de Sea Shepherd. J'en profite pour les en remercier, et tout particulièrement Franck et Coralie pour leur disponibilité et leur patience. Lamia et Samlali, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Si vous le permettez, je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Lamia Essemlali, présidente de Sea Shepherd France. Je suis aussi co-directrice de Sea Shepherd Global. Donc, je travaille sur des missions nationales et nationales pour Sea Shepherd. Et je suis aussi coprésidente et porte-parole de Rewild. Quel était l'objectif de départ de Sea Shepherd et comment a-t-elle évolué avec les années jusqu'à ce jour? Donc, Sea Shepherd est une ONG anti-braconnage, donc qui lutte pour défendre la vie marine, créée en 1977 par le capitaine Paul Watson, qui est un des cofondateurs de Greenpeace, et qui a quitté Greenpeace en 77 parce qu'il voulait faire plus que de la protestation et du témoignage. Il voulait vraiment intervenir contre les atteintes illégales à la vie marine. Donc, Sea Shepherd s'est beaucoup fait connaître, notamment pour avoir coulé des baleiniers à quai, donc qui étaient des bateaux qui tuaient illégalement des baleines. Donc, on a l'habitude de saisir, confisquer le matériel de pêche illégal, de sauver physiquement les animaux en mer. 42 ans maintenant, voilà. Donc, en 42 ans, quand même, on s'est toujours tenu à deux règles élémentaires qui sont de ne jamais blesser personne et de n'intervenir que contre les actions illégales. Donc, on peut aussi se mobiliser contre des actions qui sont légales, comme une certaine forme de pêche non sélective, destructrice du milieu marin, mais qui est malheureusement légale. Et donc là, ça va être plutôt, on joue le rôle de lanceur d'alerte. Et l'objectif, c'est d'alerter l'opinion, les médias et faire évoluer les lois pour que ce genre de pratique devienne illégal. Mais quand on a affaire à des braconniers, là, il ne s'agit plus de faire évoluer la loi, il s'agit de la faire appliquer. Et le problème, c'est que très souvent, les gouvernements sont très laxistes, voire parfois même très complaisants avec le braconnage. Donc, voilà, il y a deux cas de figure. Il y a les gouvernements qui n'ont pas la volonté de faire respecter les lois, puis il y a les gouvernements qui ont la volonté mais qui n'ont pas les moyens. Et dans ce cas, on établit des partenariats, comme on le fait notamment avec plusieurs pays africains, qui veulent protéger leurs eaux territoriales de la pêche illégale, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Et donc, dans ces cas-là, nous, on met à disposition des navires avec des équipages pour leur permettre de protéger leurs eaux territoriales. Et là, on devient pour le coup des corsaires, parce que c'est vrai que l'emblème de Sea Shepherd, c'est le logo du pirate. Mais voilà, ça peut arriver qu'on travaille main dans la main avec des gouvernements et du coup, là, on devient des corsaires. Des études scientifiques ont été menées ces dernières années. Elles ont ébranlé cette croyance d'absence de souffrance des animaux marins. Cela semble évident, mais malheureusement, beaucoup de gens l'ignorent. Qu'en pensez-vous? Oui, alors bon, ce qui est fou, c'est qu'on ait besoin d'études scientifiques pour établir des choses qui sont quand même de l'ordre du bon sens. Il n'y a pas si longtemps que ça, on croyait que les enfants ne ressentaient pas la douleur parce que leur système nerveux n'était soi-disant pas abouti. C'est vrai que bon, pour les animaux marins, je pense que pour ce qui est des mammifères comme les dauphins, les baleines, les phoques, c'est quand même assez communément admis qu'ils ressentent la douleur. C'est beaucoup plus difficile pour ce qui est des poissons parce qu'il n'y a pas d'expression, parce qu'il n'y a pas de cri. Et ils ont un système nerveux qui est différent et ils ont une sensibilité qui se base
beaucoup sur une ligne latérale, en fait, qui leur permet notamment de se déplacer en groupe, un peu comme le font les oiseaux quand ils volent tous ensemble. C'est un peu comme si les individus faisaient partie d'un organisme commun. Donc, ils fonctionnent de façon très, très différente de nous. Et donc, on a énormément de mal à se projeter, enfin, à imaginer, en fait, qu'ils puissent souffrir. Donc, c'est vrai que les études scientifiques, comment dire, creusent, enfin, diminuent cette distanciation qu'on a tendance à vouloir faire entre les animaux et nous, et a fortiori entre les poissons et nous. Ça permet d'avancer non seulement sur la question de la sensibilité, mais aussi sur la question de l'intelligence. Et en ça, c'est très intéressant. Malheureusement, je pense que pour beaucoup, on a souvent besoin de ça aussi pour arrêter de justifier des choses qui sont en fait éthiquement injustifiables, comme la façon dont on les tue, le nombre de poissons qui sont tués. Aujourd'hui, on considère à peine les poissons comme des animaux. Quand, quand on fixe les quotas de pêche, on les fixe en tonnes, donc des 13 000 tonnes de thon. On parlerait jamais de tonnes de girafes, de tonnes de chiens. Voilà, mais ça, c'est assez révélateur. Quand vous dites que vous êtes végétarien, il arrive encore assez souvent qu'on vous propose du saumon fumé. Souvent, les gens considèrent même pas les poissons comme des animaux. Quand vous dites par exemple que vous êtes végétarien, il arrive souvent qu'on vous propose du thon ou du saumon. Voilà, comme si les poissons ne faisaient pas partie du règne animal. Un poisson, c'est comme une courgette, c'est pareil. Donc, il y a vraiment beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. L'OMS a publié des recommandations concernant la consommation de poissons. Selon vous, ces recommandations sont-elles raisonnables? Alors, l'OMS, pour le coup, est complètement à côté de la plaque sur la question de l'alimentation en poisson. Il continue à recommander aux gens de manger du poisson et ce qu'on appelle des fruits de mer. Fruits de mer, là encore, il ne s'agit pas de fruits, il s'agit d'animaux, mais la sémantique a un sens. Donc, les recommandations de l'OMS, c'est 2 portions de poisson par semaine et par habitant. Bon, bah, c'est complètement injouable, puisque si vous appliquez ça à la population humaine, on atteint le double de ce que l'océan contient en poisson. Donc, c'est irresponsable, en fait, de la part de l'OMS de faire ce genre de recommandations. Voilà. Et ils prennent pas en plus en compte toutes les questions de polluants qu'on peut retrouver dans les poissons, que ce soit le mercure, les métaux lourds, les PCB ou même les morceaux de plastique. Voilà, aujourd'hui, la pêche de subsistance, donc c'est-à-dire les gens qui ont vraiment besoin du poisson pour survivre, ça représente 2% de la pêche mondiale totale. Donc, c'est à peu près 3 millions de tonnes sur 150 millions de tonnes. Voilà, il y a assez de poissons dans l'océan pour répondre à la pêche de subsistance. Il n'y en a certainement pas assez pour tout le reste. On a doublé la consommation de poissons en 50 ans. On est en train de piller l'océan, et à tel point qu'aujourd'hui, c'est la pêche qui est devenue la plus grosse menace sur la survie de l'océan. Donc pour les poissons eux-mêmes, évidemment, mais aussi pour les prédateurs marins qui, d'une part, sont affamés parce qu'on pique tout le poisson, et qui, d'autre part, se prennent dans les filets. C'est devenu la première cause de mortalité des mammifères marins, les filets de pêche. Dans certaines cultures, la consommation d'ailerons de requin est courante, bien que sans intérêt thérapeutique démontré. Comment peut-on y mettre un terme? Oui, oui, alors il y a les ailerons de requin, mais il y a aussi plus proche de chez nous, parce que c'est vrai que nous, en France, en Occident, a priori, on n'est pas trop porté sur les ailerons de requin. Mais par contre, on consomme énormément de requins sans forcément y penser. Tout ce qui est cartilage de requin dans les gélules, soi-disant pour soigner l'arthrose. Voilà, l'huile de foie de requin dans quasiment tous les magasins bio.
vous retrouvez des produits à base de requins qui ont en plus absolument pas fait leurs preuves scientifiquement et qui contribuent à faire disparaître ces espèces vulnérables. Donc, on n'est pas en reste et l'Europe est une plaque tournante aussi dans le sens où on exporte énormément d'ailerons de requins pêchés en Europe vers l'Asie. Donc, ça se passe aussi chez nous, hein. Quelles sont les différentes méthodes de pêche et quelle différence y a-t-il entre pêche légale et illégale? Alors, il y a beaucoup de méthodes de pêche différentes. Il y a des pêches au filet, les pêches à la ligne, il y a des chalutiers pélagiques qui sont une forme d'entonnoir qui traverse la colonne d'eau et qui prend tout sur son passage. Il y a les chalutiers de fond qui, eux, raclent le fond marin. Il y a la pêche à la Seine qui est un filet qui va s'entourer, se fermer par en dessous. Souvent, c'est comme ça qu'on pêche le thon et notamment le thon rouge. Il y a les filayeurs, donc eux, c'est des filets, soit des filets calés dans le fond, soit dans la colonne d'eau, qui sont comme un mur en fait, qui va arrêter tout sur son passage. Il y a les filets dérivants, donc c'est la même technique, sauf que là, c'est des filets qui, comme leur nom l'indique, dérivent, qui ont été interdits hein, en Méditerranée notamment. Il y a en fait, il y a des millions de bateaux qui pêchent tous les jours dans l'océan. On focalise beaucoup sur la pêche industrielle, à juste titre, hein, parce que c'est une calamité qui devrait être interdite aujourd'hui. Mais la multiplicité des pêches qu'on appelle artisanales a un impact qui est également catastrophique et qu'on a tendance à complètement négliger, voire à complètement ignorer. Dans l'imaginaire, on pense qu'un petit bateau, c'est un bateau qui fait de la pêche durable. On pense qu'un bateau qui fait de la pêche locale, c'est de la pêche durable. Et or, c'est absolument pas automatique du tout, hein. Aujourd'hui, on a des filayeurs qui posent, donc qui font 12 mètres à peu près, hein, euh, qui posent jusqu'à 40, 50, voire 100 km de filet par 24 heures. Et c'est des filets qui capturent tout sur leur passage. Et ils sont des centaines. Des centaines. Donc, rien que dans le golfe de Gascogne, par exemple, ils sont environ 400. Donc, si on compte uniquement les Français, on est quasiment à 40 000 km de filets toutes les 24 heures. C'est le tour de la planète. Il y a un très bon exemple aussi, c'est l'exemple emblématique de la mer Méditerranée. La Méditerranée, c'est la mer la plus surpêchée au monde. Et 92% des bateaux qui pêchent en Méditerranée sont des bateaux de moins de 12 mètres, qui font de la pêche locale. Ils ont décimé la Méditerranée. Donc on n'a pas forcément besoin d'une pêche industrielle pour détruire l'océan. La pêche artisanale, elle fait très bien le job aussi. Ce qui importe, c'est la méthode de pêche. Voilà. Un petit bateau peut très bien avoir une méthode de pêche qui n'est pas du tout sélective, qui est destructrice. En plus, il a le sentiment qu'il ne fait pas grand-chose parce qu'il est petit. Sauf qu'ils sont des centaines, ils sont des milliers. Et mis bout à bout, en fait, ça a à peu près le même impact que les flottes de pêche industrielles. Voilà. Peut-on dire qu'en France, la réglementation est respectée? Non seulement en France, la réglementation n'est pas respectée, parce qu'il y a un laxisme incroyable sur les contrôles et sur les sanctions qui ne sont pas dissuasives. Mais en plus, la réglementation en elle-même n'est pas suffisante. Parce qu'en France, par exemple, on autorise des méthodes de pêche pas du tout sélectives sur des zones habitat d'espèces protégées. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des milliers de dauphins qui meurent chaque année dans les filets de pêche parce qu'en fait, on autorise des bateaux qui ont des méthodes de pêche qui capturent les dauphins, on les autorise à aller poser leurs filets sur des zones où on sait que se trouvent les dauphins. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on récuse le terme de capture accidentelle de dauphins. C'est pas des captures accidentelles, hein. Les dauphins sont sacrifiés. C'est comme si on autorisait en fait les poids lourds à rouler à 110 km/h à la sortie des écoles dans les petits villages de campagne et que tous les gamins qui se font percuter tous les jours, c'est des accidents. Non, 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 c'est complètement prévisible, c'est évitable. Et en fait, on sacrifie ces dauphins. On les sacrifie au secteur de la pêche. On les sacrifie à notre appétit en poisson.
Mais en fait, ce qui est très frustrant, c'est que la France est le deuxième plus grand territoire maritime. On est le seul pays à être présent sur tous les océans de la planète. Et en matière de protection de la biodiversité et de la vie marine, nous sommes une catastrophe. On aime beaucoup donner des leçons et prendre des airs de premier de la classe, sauf qu'en fait, on fait partie des pires. La France est le pays qui tue le plus de dauphins en Europe. On en tue presque autant qu'au Chili, qui est le pays dont les pêcheries tuent le plus de dauphins. Enfin, vraiment, on est tellement en retard. Et chaque fois qu'il y a des propositions d'avancée au niveau de la pêche en Europe, la France fait partie de ceux qui mettent leur veto. Donc, non, non, on n'a vraiment pas de quoi être fier. C'est frustrant parce que l'enjeu est de taille et que du fait qu'on a sous notre responsabilité une telle surface maritime, on devrait être une locomotive parce qu'on permettrait d'impulser aussi une évolution qui pourrait changer la donne pour l'océan. Et au lieu de ça, on fait partie des pires. Quels sont les animaux marins en voie d'extinction et quelles en sont les causes? Alors, si on prend le statut scientifique IUCN, ça dépend. Il y a des statuts plus ou moins graves. Mais en fait, globalement, ils sont tous en voie de disparition dans le sens où, vous voyez, les Nations Unies prédisent un effondrement des pêcheries commerciales d'ici à 2048. Donc, c'est la fin, en fait, pour l'océan. Et on est là-dedans. On se dirige vers ça, à moins d'un changement drastique des habitudes de pêche et des habitudes de consommation. C'est vers ça qu'on va. Donc, ils sont tous en sursis, en fait. L'océan est en sursis. Localement, il y a des espèces qui vont mieux, mais ça reste très local et très conjoncturel. Si on prend la situation à l'échelle globale de l'océan, tous les voyants sont au rouge et on est dans un compte à rebours d'ici à 2048. Les scientifiques estiment que d'ici à 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Donc voilà, en fait, la vie marine est en voie d'extinction, en voie d'extermination, je dirais. Parce qu'elle n'est pas en train de s'éteindre de sa belle mort comme le font de façon naturelle toutes les espèces. De toute façon, c'est le cours de l'évolution qui veut ça. Non, non, on est en train de tout exterminer. Un sujet tout aussi important, les parcs aquatiques. Les consciences s'éveillent-elles, selon vous? Oui, alors effectivement, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience dans l'opinion sur ce qui est des delphinariums. Ça continue, mais on sent que il y a un processus qui est enclenché. Il y a une prise de conscience parce que voilà, les dauphins, c'est l'océan, c'est les grands espaces, c'est dans un bassin en béton. Je pense que les gens comprennent, même si, encore une fois, il y a encore beaucoup de gens qui continuent à s'y rendre. C'est plus compliqué pour les poissons, pour les aquariums. Voilà, les gens vont dans les aquariums comme ils vont dans les eaux, en fait. Parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux, ils n'ont pas conscience de l'envers du décor. Ils ont même parfois le sentiment
de contribuer à la conservation, à la préservation de ces espèces, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Ils ont l'impression d'apprendre quelque chose, alors qu'en fait, ils désapprennent. C'est très pervers. Donc, il y a un énorme travail de sensibilisation et il y a un travail de lanceur d'alerte aussi, parce qu'il y a une énorme communication qui est faite par l'industrie de la captivité, qui a besoin de le faire, ne serait-ce que pour justifier son existence. Hein. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de justifier de maintenir des animaux captifs uniquement pour le spectacle. Donc, l'alibi qui permet de justifier que ça existe encore, c'est de dire qu'il y a un intérêt pour la conservation de l'espèce, pour l'éducation des jeunes enfants. Or, tout ça, c'est de la fumisterie totale. Hein. Il n'y a absolument rien à apprendre à regarder des animaux qui sont dans des conditions contre nature, dont tous les instincts sont bâillonnés, qui vivent moins longtemps, moins bien. Alors, il y a quelques cas qui vivent plus longtemps. Il y a un exemple très parlant, c'est voilà, il y a quelques éléphants qui peuvent vivre longtemps en zoo. Et du coup, on va prendre ces cas pour dire, on va regarder, ils vivent plus longtemps en captivité. Or, c'est complètement faux. À l'échelle globale, quand on prend les centaines de zoos qui existent en Europe, les éléphants, en fait, même si on prend en compte le braconnage dans l'équation, ils vivent 2 fois moins longtemps en zoo qu'en milieu naturel. Donc un milieu où ils sont braconnés. Ils vivent même moins longtemps en zoo que les éléphants qui sont des éléphants forçats en Asie qui travaillent très dur. En fait, la captivité les tue plus que le braconnage et plus que l'esclavage. La dépression chez l'être humain provoque un déséquilibre biochimique qui engendre un affaiblissement du système immunitaire. S'agit-il du même processus pour les animaux ? Effectivement, il y a l'aspect psychique, puis dû à l'enfermement, mais pour des espèces qui sont migratrices, comme les éléphants par exemple, là on est même dans des besoins biologiques. Ce sont des animaux qui ont besoin de parcourir de très longues distances pour leurs pattes notamment. Ils sont programmés pour migrer, pour parcourir des centaines de kilomètres. Donc, le fait de les en empêcher induit tout un tas de pathologies physiques et mentales qui font qu'ils vivent moins longtemps et une vie qui n'est en fait que l'ombre de ce qu'elle aurait dû être. Le problème, c'est que quand le grand public qui est pas conscient de tout ça va dans un zoo comme Beauval ou n'importe où et où on vous met de belles pancartes et où on vous explique que les éléphants sont contents, ça choque pas forcément à première vue. Mais c'est comme, vous savez, il y a beaucoup d'oiseaux, on a des oiseaux migrateurs, par exemple des pélicans ou d'autres, qui sont maintenus en zoo, qui sont pas en volière en fait, qui sont sur des pelouses. Et les gens se demandent pas en fait pourquoi ils s'envolent pas. Ils s'envolent pas en fait parce qu'ils sont éjointés, c'est-à-dire qu'on leur a sectionné, on leur a amputé les phalanges pour qu'ils ne puissent plus jamais voler. Et ça, c'est monnaie courante dans les zoos. Mais le grand public le voit pas, ça, en fait. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils voient quand ils vont dans les zoos. Certains, oui. Certains, parce qu'on a des retours quand même de gens qui disent « Ah, j'ai été au zoo, j'ai trouvé ça tellement triste, j'y remettrai plus les pieds. » Mais quand même, les zoos font des gros efforts pour que toute cette misère et tout le côté barbare de la captivité ne se voit pas, pour que le grand public ne comprenne pas ce qu'il voit. Et ça fait partie notamment de la mission de Rewild, qui est donc l'ONG que j'ai cofondée, de lever le voile sur cette escroquerie en fait, de la captivité. Le Brésil, le Luxembourg, le Nicaragua et la Norvège, et sûrement d'autres pays, ont interdit la détention de cétacés en captivité. Quand la France va-t-elle prendre position en ce sens ? On a failli
gagné une bataille il y a quelques années parce que il y a un arrêté qui était passé qui interdisait donc la reproduction et l'importation de cétacés en France. Ça a été contesté au niveau du Conseil d'État et du coup ça a été bloqué sur une sorte de vice de forme, hein. En France, l'industrie de la captivité, comme le lobby de la pêche, hein, sont des lobbies qui sont extrêmement forts. Et sur la question animale, d'une manière générale, on est très très en retard. Il suffit de voir le nombre d'espèces qui sont autorisées à la chasse. Il suffit de voir comment on considère nos prédateurs naturels, les ours, les loups, les phoques. Voilà, on fait la guerre au monde sauvage. Et du coup, l'exploitation animale se porte plutôt bien en France. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même un mouvement de protection animale qui grandit, mais qui est bien moins soudé, je pense, que ne le sont les lobbies qui sont en face. Et donc, il n'est pas aussi efficace qu'il pourrait l'être, mais ça évolue quand même parce qu'on voit aussi qu'il y a une prise de conscience de l'opinion publique qui est indéniable et qui va pousser dans ce sens. De toute façon, pour que les lois changent, il faut que l'opinion publique et que les médias s'emparent des sujets. Sinon, ça ne bougera pas. Il est de notoriété publique que les chasseurs de façon globale sont protégés par leurs relations politiciennes mais aussi financières. Les associations de protection animalière ont-elles les mêmes pouvoirs, ou du moins sur le plan financier? Vous savez, il y a des associations de protection de la nature, d'animaux qui ont des budgets colossaux, hein, qui ont des budgets importants, mais il faut voir quelle est la part de subvention publique dans tout ça, parce que c'est vrai que quand on a un budget qui repose de façon trop importante sur des subventions publiques, ça a un prix, hein. Forcément, on est moins libre de ses paroles, de ses actions, et du coup, on y perd un peu en efficacité, comment dire, en pouvoir d'opposition. Donc, mais très clairement, le lobby de la chasse, tout comme le lobby de la pêche, hein, est extrêmement proche du pouvoir politique. Quand on regarde aujourd'hui sur l'émission qu'on fait pour les dauphins, par exemple, on a des communiqués de presse des comités des pêches et les comités de presse ouais, du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Ce sont littéralement des copier-coller. Voilà, j'avais lu dans la presse, dans un article des Échos, un des présidents du comité des pêches dans le nord de la France, Pierre-Georges d'Archicourt, qui expliquait qu'au moment de la négociation des quotas de pêche à Bruxelles, il était dans une pièce à côté, qu'il y avait le ministre de la Pêche français qui était là pour négocier les quotas, et il expliquait qu'en fait, il était dans une pièce à côté et qu'il envoyait des textos au ministre de la Pêche pour lui dire ce qu'il fallait dire. Et il s'en vante dans une interview. Hein, donc, c'est dire à quel point c'est décomplexé, hein, complètement assumé. Donc, en fait, il nous explique que le ministre n'est qu'une marionnette entre ses mains. On en est là en France.